President Truman announced the official surrender. This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Le même jour, un autre défilé de la victoire tourne à la tragédie. À Sétif, en Algérie, des nationalistes s'étant mêlés à la cérémonie, les choses dégénèrent. Une quarantaine d'Européens sont assassinés et la répression des forces de l'ordre colonial est terrible. Des milliers de morts algériens, ce que semblent ignorer ces images des actualités françaises. En réalité, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été le début de la fin de l'Empire français, de l'Empire britannique. Et ceci s'est passé non seulement en Afrique, mais c'est passé aussi en Asie. L'une des premières conséquences institutionnelles de la fin de la guerre est la création en juin 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Sa charte affirme d'emblée le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et 3 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame dans son préambule que les hommes doivent être protégés contre toute forme de tyrannie et d'oppression. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations Unies est sur le point de clore sa session en statuant sur le projet de déclaration que la Commission a voulu faire appeler Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à vous En tout cas, tu sais, Jamy, qu'ici, la population n'a pas entièrement confiance dans les casques bleus. Et ça peut se comprendre, car la présence de l'ONU n'a pas empêché les villages d'être détruits. Et puis, dans d'autres pays, il y a même eu des massacres sous les yeux des casques bleus qui n'ont pas pu intervenir. Srebrenica, en Bosnie, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, et c'était en 1995. Plus de 7000 hommes sont tués par l'armée des Serbes de Bosnie. Des casques bleus néerlandais assistent à ce génocide sans rien faire. À New York, depuis le siège de l'ONU, personne ne leur a donné un ordre clair pour qu'ils interviennent. On dit aussi
qu'il y a eu une passivité des Néerlandais qui auraient pu d'eux-mêmes prendre l'initiative de faire quelque chose. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a détourné le regard de ce qui s'est passé et donc on ne l'a pas empêché. Il est certain que ce qui s'est passé à Srebrenica reste une tâche importante sur la réputation des casques bleus et de l'ONU. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, eh bien les casques bleus n'hésitent plus désormais à sortir l'artillerie lourde. Ici, par exemple, au Liban, les Français sont venus avec 13 chars Leclerc, comme celui-ci, histoire de montrer aux milices du Hezbollah et à l'armée israélienne que l'ONU a vraiment les moyens de s'interposer pour faire régner la paix. Allez, Jamy, on va faire une petite mission. Ok, ça marche les garçons. Pour le Liban, une cellule stratégique a également été mise en place au siège de l'ONU à New York. Sur le terrain, les militaires reçoivent désormais des ordres clairs et peuvent réagir très rapidement. Alors là, on est toujours dans le cadre du chapitre 6, c'est-à-dire maintien de la paix, mais dans le jargon, on parle de chapitre 6 renforcé. Autrement dit, ces chars sont un moyen de dissuasion que les casques bleus espèrent bien ne pas avoir utilisé, encore qu'ils le pourraient, notamment pour protéger les populations civiles ou pour se protéger eux-mêmes dans le cadre de la légitime défense. Avec le chapitre 6 renforcé, les casques bleus peuvent aussi utiliser la force en cas de menace avérée pour empêcher une attaque. Par exemple, tirer sur un groupe d'hommes qui s'apprête à lancer un missile. Dans tous les cas, la décision de tirer est une lourde responsabilité pour les casques bleus. Ça sera très difficile dans la pratique, si par exemple un village est bombardé, de riposter si jamais on n'est pas capable d'identifier très précisément l'endroit d'où partent les coups, ou bien si on a identifié cet endroit, mais qu'il est lui-même situé dans un village. On ne va pas, nous, commettre les mêmes erreurs que les gens qui sont en train de faire cette agression, et on ne va certainement pas tirer à l'aveuglette dans un village occupé. Hé Jamy, je suis là. Oh Jamy, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? Ne me dis pas que c'est toi qui conduis le char. Ben si, t'inquiète pas. Attends, je m'approche. Bon, on a parlé du chapitre 6, mais il y a aussi le chapitre 7, et là, c'est du sérieux. C'est le seul cas aux yeux de l'ONU où la guerre soit légale. Ce chapitre est actuellement appliqué, entre autres, en Haïti, au Libéria, en République démocratique du Congo. Dans ce cas, l'ONU n'intervient pas pour maintenir la paix, mais pour faire la paix. Stop! C'est également ce qui s'est produit en 1991, quand l'Irak a envahi le Koweït. Le Conseil de sécurité a alors pris la décision d'attaquer l'armée irakienne pour libérer le Koweït. Mais à la différence de ce qui se passe au Liban ou à Chypre, ce ne sont pas les casques bleus qui sont intervenus. L'ONU a donné mandat à une coalition, dont faisait d'ailleurs partie la France et beaucoup d'autres pays, pour que cette coalition intervienne. D'accord, Jamy, mais en 2003, les Américains sont intervenus une seconde fois en Irak et ils n'avaient pas de mandat de l'ONU. C'est vrai, la France, soutenue par la Russie et la Chine, qui considéraient que cette guerre n'était pas justifiée, a menacé d'utiliser son veto. Pour éviter que le vote du Conseil de sécurité leur soit défavorable, les Américains et leurs alliés ont donc décidé d'intervenir directement en Irak sans qu'aucune résolution ne les y autorise. On peut donc considérer que cette guerre est illégale. D'accord, Jamy, je comprends. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Comment se fait-il que dans certains conflits qui font pourtant beaucoup de victimes, l'ONU met un temps fou à envoyer les casques bleus ou parfois ne les envoie pas du tout? Tu vois, je pense au Darfour, au Soudan, au Tibet ou encore à la Tchétchénie. Le Darfour est une province du Soudan, en Afrique. L'ONU a mis du temps à intervenir car au titre du chapitre 6, il lui fallait obligatoirement l'autorisation des autorités soudanaises pour envoyer des casques bleus. Or, le Soudan s'y est longtemps opposé. Au titre du chapitre 7, cette autorisation n'est pas nécessaire. Seulement, il faut le feu vert du Conseil de sécurité. Or, la Chine, qui est membre permanent et qui a des intérêts dans la région, s'est opposée à une telle résolution. Pour le Tibet et la Tchétchénie, c'est un peu la même chose. Le Tibet est une province chinoise. La Tchétchénie fait partie de la Russie. Ces deux pays sont membres permanents du Conseil de sécurité. Par conséquent, ils peuvent bloquer toute intervention de l'ONU sur leur territoire. D'accord, Jamy, mais alors on laisse les gens se faire tuer. Pourtant, dans les pays occidentaux, certains pensent que si un dictateur massacre sa propre population, il faut intervenir dans cet État même contre sa volonté. Et même si un des membres permanents du Conseil de sécurité s'y oppose. C'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Chez nous, dans les pays européens, dans les pays riches, c'est vu comme un principe généreux.
on va aider des populations qui souffrent, on va empêcher un dictateur de commettre l'irréparable. Mais au Sud, et pas seulement chez les dictateurs, y compris dans des grands pays démocratiques comme l'Inde, le Brésil par exemple, l'ingérence s'est vue comme une façon pour les pays riches, pour les pays du Nord, de pratiquer de nouveau du néocolonialisme. Ainsi, beaucoup reprochent aux Américains d'être intervenus en Irak plus pour leurs propres intérêts que pour aider la population. Bref, le débat est sans fin. Un autre travail des casques bleus ici, et il est à haut risque, consiste à dépolluer les champs et les villages de tous les explosifs qui ont été utilisés pendant la guerre. Alors on ne parle pas de déminage, car il ne s'agit pas de mines à proprement parler, mais de bombes à sous-munitions. Alors on est équipé de protection, il faut avancer tout doucement et surtout observer le terrain. On y va. Faites bien attention à ce que vous faites là. Observez, ne fixez pas, ne vous focalisez pas sur les pierres de couleur, ok? Pas de souci, prenez votre temps. Bon, regardez un peu plus à droite. Alors là, juste devant nous, mon capitaine, on a une sous-munition justement. Alors ça fonctionne comment une bombe à sous-munition? Alors, le conteneur qui est lancé ou par tir d'artillerie ou à partir d'un avion s'ouvre, libérant ainsi les sous-munitions. Elles sont prévues normalement exploser en arrivant au sol, mais on estime qu'entre 15 et 25% d'entre elles ne fonctionnent pas et polluent ainsi le terrain. D'accord, donc ça c'est une véritable saloperie parce que ça tue pendant la guerre, mais ça tue aussi après la guerre. On va peut-être s'éloigner un petit peu. On va laisser travailler mes sapeurs. Sergent, t'as vu quelque chose? On estime qu'Israël a déversé 1 million de sous-munitions sur le Liban pendant la guerre de 2006. Et là, c'est près de 40% qui n'auraient pas immédiatement explosé. Le Hezbollah en a également envoyé sur Israël. Les sous-munitions les plus dangereuses sont directement détruites sur place. 3, 2, 1, 1! Mais il faudra des dizaines d'années pour tout dépolluer. Après la guerre, quand on parcourait le sud-Liban, on voyait sur des kilomètres des sous-munitions partout. Par terre, accrochés aux arbres, dans les champs, dans les rues des villes. Et ça empêchait le retour des personnes qui avaient fui pendant la guerre, qui voulaient retrouver leur maison, qui ne pouvaient pas commencer à déblayer puisque les sous-munitions pouvaient être cachées sous chaque pierre, qui ne pouvaient pas récolter les champs d'oliviers ou de tabac. Plus de 300 personnes auraient été victimes de ces sous-munitions au Liban. Quand elles ne tuent pas, ces sous-munitions entraînent de très graves mutilations, exactement comme les mines antipersonnelles qui, elles, sont intentionnellement dissimulées dans le sol. La quasi-totalité des victimes sont des civils, dont beaucoup d'enfants. Selon Handicap International, dans le monde, une personne est victime de mines antipersonnelles toutes les 30 minutes. Dis donc, Jamy, je me demande bien pourquoi les mines antipersonnelles sont interdites et pas les sous-munitions, parce que le principe n'est peut-être pas le même, mais les conséquences, elles sont les mêmes. Les mines antipersonnelles sont interdites depuis 1997 par le traité d'Ottawa. L'ennui, vous le voyez sur cette carte, c'est que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Pakistan et j'en passe n'ont signé ce traité. Par conséquent, ces armes risquent de faire encore beaucoup de victimes. Et pourtant, elles ont déjà pollué pas mal de régions à travers la planète. Elles font régulièrement des victimes au Cambodge, à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, en Tchétchénie, en Algérie, au Soudan, en Angola, au Nicaragua et jusqu'au Chili. Quant aux bombes à sous-munitions, les fameuses BASM, eh bien effectivement, elles ne sont pas interdites et régulièrement elles font des victimes. En Asie du Sud-Est, en Afghanistan, en Tchétchénie, dans les Balkans, au Liban bien sûr, et dans pas mal de pays africains. Comme pour les mines antipersonnelles, sous la pression de leur opinion publique, plusieurs États exigent aujourd'hui l'interdiction des sous-munitions. Au final, l'ONU ne permet donc pas d'éviter toutes ces atrocités et toutes ces guerres. Mais sans elle, ce serait sans doute pire. Et puis l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Elle ne peut que ce que veulent les États qui la composent. Fred, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de méditer une phrase de la charte de l'ONU, écoute un peu. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre.